Bonjour, avec quoi ici? Bonjour Curtis Cap. Donc, tu es électricien ou électronicien. Est-ce qu'il y a une différence entre vous? Je suis électrotechnicien. Wow. Il y a une différence entre les trois. Ok. Une différence entre électricité, électronique et électrotechnique. Yes, c'est pas des- Déjà, l'électricité, c'est purement le bâtiment. Par contre, l'électrotechnique, c'est l'électricité industrielle. Attends, si l'électricité, c'est purement le bâtiment. Mhm. Je sais qu'il y a des électriciens qui travaillent dans les voitures. Bon, il y a des électriciens automobiles, mais là, ça rentre dans le volet mécanique. Mhm. Donc, on a l'électricité de bâtiment, ou alors l'électricité générale, si on peut le dire ainsi, pour regrouper l'électricité bâtiment, l'électricité automobile. L'électrotechnique, c'est l'électricité industrielle. Là-bas, on entre dans le volet de la robotique, la programmation. C'est beaucoup plus informatisé lorsqu'on parlait déjà d'électricité industrielle. Mais celui qui est électrotechnicien peut bien se retrouver dans l'électricité générale, mais beaucoup plus dans l'électricité de bâtiment. L'électronique, c'est beaucoup plus dans la maintenance des appareils électroniques tels que des ordinateurs, des téléphones, tout ce qui est en fait électronique, si on peut le dire ainsi pour me répéter. Ok. Donc, comment tu deviens électrotechnicien? Comment je deviens électrotechnicien? C'est par amour, c'est par passion depuis le début. Déjà, je me rappelle lorsque j'étais tout petit, j'ai regardé une série à l'époque qu'on appelait Stargate SG1. Et je voyais ces Jafar et ces Goa'uld. Ah ouais, mais bien que tu sois trop jeune, mais avec l'arrivée des NTIC, on peut facilement les retrouver. Et c'est en regardant cette série qui, lorsque nous étions encore tout petits, était très très passionnante, que j'ai eu l'amour pour la robotique. Et j'étais encore, je crois, à l'école primaire, si je m'abuse, si je me trompe pas. Et ainsi je me suis donc mise dans la tête qu'il faudrait que je devienne un électrotechnicien. Il faudrait que j'apprenne ces choses-là. Il faudrait que je connaisse tout ce qu'on entend par le nucléaire et tout et tout. Et voilà, lorsque j'ai mon CAP, je crois bien. Oui, je faisais le premier cycle. Lorsque j'ai mon CAP, j'ai donc décidé ensuite donc de virer en électrotechnique en seconde. Il faut déjà savoir que le cursus académique au Cameroun a ces deux volets-là. De première année en quatrième année, au secondaire bien sûr, on étudie uniquement l'électricité du bâtiment. Donc les simples installations, simple allumage, installations électriques domestiques. Mais à partir de seconde jusqu'à la fin des études, c'est l'électrotechnique. Aussi, on étudie uniquement ce volet-là. Ok. Donc maintenant, tu fais quoi concrètement? Ce que je fais actuellement dans la vie, c'est ce que quelqu'un dirait une personne qui est en freelance, donc qui travaille à son propre compte, c'est-à-dire à un certain âge de la vie, vu la situation du Cameroun, on a arrêté de pleurer. Parce qu'il faut avouer, étant jeune, on a beaucoup de rêves. Et cette série dont je disais tout à l'heure m'a amené à beaucoup plus aimer la robotique. Donc après le baccalauréat, j'ai voulu faire la robotique. J'ai même commencé des cours et je crois que j'ai eu une porte. Mais cette porte était très très élevée pour y accéder parce qu'il fallait 40 millions pour 5 ans. Beaucoup. 40 millions pour 5 ans, c'était beaucoup. Et ce n'était pas au pays. C'est donc comme ça que je me suis tourné vers des universités privées dont je ne vais pas citer le nom ici pour éviter de faire de la publicité. Et je suis allé et j'ai commencé cet apprentissage approfondi en électrotechnique. Et j'ai obtenu certains diplômes. J'ai réalisé ou alors fait certains concours qui n'ont pas donné. Je suis allé dans certaines entreprises et après de nombreux services rendus, ça n'a pas été pour la continuité. J'ai, comme beaucoup de Camerounais, maudit le gouvernement, insulté les dirigeants, pleuré, piqué des crises. Bon, à la fin, je me suis assis et j'ai décidé de créer une entreprise. Et cette entreprise fait dans des prestations de services
Et en parallèle, oui, non, pas seulement électricité, prestation de services, c'est tout ce qui concerne la vie, tout ce qui peut donner de l'argent. C'est-à-dire, si je suis capable je vais aller terre à terre, hein, si je suis capable de livrer un bic que je peux acheter, je peux l'avoir peut-être à 10 francs et le vendre au prix normal standard, n'est-ce pas, que nous connaissons à 125 ou 150 ou 100 francs, je vais le faire. Donc, ce sont ça des prestations de services. Donc, je me tourne vers des entreprises qui ont besoin des services. Je les vends ces services et en contrepartie, ils me payent. Donc, ça peut être n'importe quel service parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes qui s'y connaissent dans X ou Y domaine. Et en parallèle, donc, je cherche des entreprises qui ont ce besoin. Alors, je leur propose ces services et alors, si je suis retenu, je leur vends ces services et en contrepartie, on me paye. Il est bien vrai, de l'autre côté, j'ai également des partenaires avec qui nous travaillons en ce qui concerne les installations électriques et les installations électrotechniques. D'accord. Donc, en novembre, je pense, l'année passée, j'assistais à une réunion entre la Banque mondiale et les entreprises du secteur privé. Et on parlait notamment des marchés publics. Et l'une des choses que ces entreprises disaient, c'était le fait que c'est très compliqué pour les entreprises camerounaises de gagner des marchés publics pour plusieurs raisons. Bon, ils ont parlé de corruption, ils ont dit que bon, parfois les choses sont déjà arrangées par derrière, bien on vient publier appel à manifestation d'intérêt alors que c'est déjà arrangé et tout. Toi, étant dans le domaine, comment est-ce que tu vois ça? Bon, il faut noter déjà que, à mon niveau, j'évite pour le moment des marchés publics. Okay. Je les évite. Mais sinon, des marchés publics, je crois qu'il y a une différence. Il y a beaucoup de différences dans les marchés publics. Il y a ce qu'on appelle dans les marchés des 4-9. Il y a les lettres de commande. Il y a des bons de commande. Et il y a les marchés publics proprement dit. Et je crois que c'est défini en fonction de certains montants. Je peux me tromper, je m'y connais pas bien. Les 4-9 sont des marchés qui n'atteignent pas 5 millions. Ce sont des marchés qui sont accessibles à tout Camerounais. Tout Camerounais, si déjà ton entreprise est à jour au niveau de la fiscalité. Donc, l'ACF aujourd'hui, que nous le connaissons sous le nom de l'attestation de conformité fiscale. Avant, c'était l'attestation de non-redevance, c'est-à-dire je ne dois rien à l'État. Je paye normalement tous mes impôts, je les déclare. Et s'il y a un 4-9, je peux facilement les soumissionner. Donc, je m'en vais vers les ministères ou vers les délégations régionales, départementales. Et certainement, parfois, ce sont des appels, comme tu l'as si bien dit, des appels au niveau, je crois, de ARMP, voilà, des marchés publics. Parfois c'est ça, et parfois aussi il faut pas se leurrer la face. Parfois c'est pas des contacts. Vous savez, on est quelqu'un derrière quelqu'un, et le 21e siècle est un siècle des relations. Il faudrait qu'on le dise. Donc si aujourd'hui quelqu'un m'écoute et il pense que tout est facile, non, il faut avoir quelqu'un pour accéder à quelque chose. Donc, et ces contacts, il faut les créer. Il faut avoir un carnet d'adresses. Il faut se faire connaître. Il faut pas, c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas du tout facile. Je lis souvent certaines personnes et je les écoute qui disent qu'au Cameroun, parfois on paye une personne pour avoir le contact d'une autre personne. Et parfois cette personne-là même n'est pas la bonne personne et qui doit encore nous conduire vers une autre personne. Donc c'est pas évident, mais c'est possible. Et pour y arriver, il ne faut pas, dès la première fois qu'on a échoué, arrêter. Il faut toujours se lancer, toujours se lancer. C'est vrai que c'est pas évident, mais on peut y arriver. Ok. Tu as dit si quelqu'un t'écoute. Bon, je te garantis que non seulement t'écoute, mais en plus, tu seras vu. Parce que c'est super. Nous sommes en direct sur la RBR 99.5, mais nous sommes aussi en ligne sur YouTube, sur la chaîne, sur ma route. D'accord. Bon, on va mettre le pied dans le plat. En septembre 2022, à l'université de Yaoundé 1, à la CTU, il y a une jeune étudiante qui est morte. Elle faisait géographie, Hydrocadre. On est entré à la même année parce que c'était le matricule 17.
Donc elle est morte électrocutée. Et mon frère Brooklyn, que tu connais bien, en fait, comment ça s'est passé? Parce qu'il nous a raconté ça avant même que ce soit, je vais dire quoi, viral et qu'il y ait une sortie officielle. Donc il était allé, elle avait une boutique dans la cité et il est allé acheter, je sais plus ce qu'il allait acheter. Et il est passé par derrière, donc du côté de la porte. Et voilà un autre étudiant qui vient passer la commande par devant. Donc il lui demande, je sais plus s'il demande une sucette ou un jus. Mais elle se retourne donc. Elle se retourne vers le congélateur et quand elle touche le congélateur, elle a fait un petit cri là, et elle est restée figée. Donc il regarde et le gars de l'autre côté regarde, mais bon, ils n'ont pas la même vue parce que lui il a la fille de face et le gars la fille de dos. Mais il voit que sa bouche est légèrement ouverte. Donc il appelle le gars, il lui dit on m'a dit que quand les gens sont souvent électrocutés, c'est comme ça qu'ils restent. Donc tu n'es pas sûr qu'elle est électrocutée. Et c'est là qu'ils se disent bon, c'est certainement la fille ici. Il y a le courant qui est en train de passer. Donc ils commencent à crier eux deux. Et il y a des gars qui faisaient le judo à côté qui viennent. Et ils constatent. Donc ils voient les fils de courant qui sont là à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'ils tirent les fils de courant. Ils déconnectent la pièce, les fils de courant. Et elle tombe. Elle est tombée, on l'a prise, on l'a amenée à l'hôpital. Mais elle est morte. Soit elle est morte en route, soit elle est morte à l'hôpital. Et puis, bon, peut-être 2 ou 3 jours plus tard, le recteur, à l'époque, la note est sortie, je pense, le 22 septembre 2022. Le recteur a sorti une note, il a dit, l'étudiant tel est mort suite de maladie. Bon, c'était triste quand même et c'était ironique, parce qu'on sait de quoi elle est morte. Et les étudiants, parce que l'information est sortie, tout à l'heure encore, je regardais, je suis allé chercher le post de la journaliste Mimi Mefo qui avait relié l'information. Et justement, les gens savaient qu'elle est morte électrocutée, on comprenait pas pourquoi on nous dit qu'elle est morte de maladie. Et selon ses dires à lui, en tout cas selon ses dires, ça n'a pas plu au recteur de l'époque que les étudiants aient fait des sorties comme ça. Donc il y a une petite sorte de vendetta contre les étudiants qui vivaient à la cité. On les a demandé de partir durant les vacances parce qu'ils avaient quand même une certaine période où ils pouvaient rester après que l'école se soit terminée. Bon, c'est un épisode assez triste. Mais bon, maintenant que je te raconte ça comme ça, quelle peut être la cause de l'électrocution? Déjà, je veux qu'on fasse la différence entre électrocuter et électriser, parce qu'on m'a dit que ce n'est pas la même chose. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais cette histoire est assez triste, vu que cela s'est déroulé au sein d'un très grand campus. Déjà, la différence entre électrisation et électrocution. L'électrisation, c'est lorsqu'il y a... électrisation. Oui, électrisation. Électrocution. Donc, il y a cette différence. L'électrisation, c'est lorsque la personne que je suis, que tu est traversée par le courant électrique sans que la mort s'en suive. Donc, il peut y avoir des effets secondaires, mais il n'y a pas mort. L'électrocution, c'est lorsque la personne est traversée par le courant électrique et que la mort s'ensuit. Donc voilà la différence entre l'électrisation et l'électrocution. Bon, quelle peut être la cause? La cause est connue. Déjà, il faut noter que quand je dis c'est Chris, j'ai dit tout à l'heure que c'était Chris parce que ça a été une scène, quelque chose qui s'est produit au sein d'un très grand campus, un campus de référence d'ailleurs dans notre pays. Le problème est que dans nos grands bâtiments et dans des simples installations de maisons, le maître d'œuvre néglige généralement ce qu'on appelle la réalisation de la prise de terre. Elle semble être négligée, elle semble être peu connue, ou alors négliger même pas le maître, je peux dire quoi, l'exécutant du travail, c'est-à-dire celui qui réalise le chantier. Ça peut être un plain-pied, c'est-à-dire une maison d'habitation, un bâtiment, un immeuble ou je sais pas trop quoi. Il est important de réaliser la prise de terre. Donc je crois que ce qui est arrivé à cette jeune fille, c'était
cette négligence-là. Il n'y avait pas la cause, c'est le manque de prise de terre. Ou alors, il y avait peut-être la prise de terre, mais elle n'était plus fonctionnelle. Ou alors, elle a été simplement mal réalisée. Vous savez, la meilleure des choses lorsqu'on veut construire, que ce soit un plein-pied, que ce soit un bâtiment ou un immeuble, est de faire ce qu'on appelle la prise de terre en fond de fouille. Lors de la fondation. Donc pendant qu'on... En fond de fouille signifie lors de la fondation. Oui, en fond de fouille ne signifie pas lors de la fondation, mais en fond de fouille signifie pendant la fondation, c'est-à-dire on doit creuser exactement comme la fondation. C'est-à-dire que si la fondation est carrée, je vais faire une prise de terre carrée. Vous savez, donc je contourne la fondation, donc en boucle en fait. La prise de terre est faite en boucle. Donc, exactement comme on fait la fondation, c'est-à-dire à l'extérieur, bien sûr, pas à l'intérieur, je réalise également ma prise de terre. Elle est meilleure. Elle coûte certainement cher, mais elle évite de perdre une vie humaine. Donc, une fois qu'elle a... une garantie que s'il y a cette prise de terre en fond de fouille, est-ce qu'on a une garantie que peut-être 99% parce qu'il n'y a pas de risque zéro, que quelqu'un dans ce bâtiment-là ne peut pas mourir électrocuté? On a une garantie, je dirais, à 100%. Lorsqu'elle est bien réalisée. Je dirais à 100%. C'est... quand même, laissons les 1% là. D'accord. Donc, on va laisser les 1%, certainement. Mais elle est garantie. Elle est garantie, je dirais. Vous savez, c'est pas la première fois que j'écoute ce genre d'histoire. Il y a la vôtre était en 2022. Mais en 2022... fin 2023, j'ai écouté également une pareille histoire. Une jeune maman du côté de la barrière. Vous savez, lorsque vous êtes au niveau de la barrière, après vous empruntez la moto, vous allez du côté de Moyo, vers la chapelle Moyo. Elle vendait, je parle bien, des avocats entre 8h et 10h. Elle a installé son plateau devant le chez elle. Comme d'habitude, elle vendait, mais vers 11h, elle est décédée. Comment est-ce qu'elle est décédée? Elle est arrivée à la maison et elle se rend compte, en entrant à la cuisine, elle se rend compte qu'il y a une forte odeur qui vient derrière le congélateur. Et lorsqu'elle guette, elle se rend compte que son chat, n'est-ce pas, est mort. Voilà, son chat est mort et c'est ce chat-là qui dégageait une forte odeur. Alors elle a directement envoyé la main derrière le congélateur de façon à tirer le congélateur vers elle pour dégager le chat. Mais en envoyant la main derrière pour tirer, bien embrasser le congélateur, en fait, elle a embrassé la mort. En d'autres termes, elle a avalé son acte de naissance et elle est décédée sur le champ. Donc, et c'était exactement le même phénomène, manque de réalisation de prise de terre. Lorsqu'on était tout petit, c'était parfois des personnes qui ont des, comment est-ce qu'on appelle ça, des pressings. Vous allez voir par exemple l'eau. Peut-être il a plu ou alors l'eau a coulé de la machine. Et lorsqu'il ouvre la porte, une fois qu'il pose le pied, il est électrocuté et il meurt. Donc, ce sont ces choses-là. Or, lorsqu'il y a déjà la réalisation de la prise de terre, la prise de terre permet de prendre les fuites de courant. Parce que chaque appareil a des fuites de courant. Même le téléphone, vous allez voir certains téléphones, lorsqu'on essaie de les brancher et qu'il y a de la carcasse déjà un peu rouillée, vous allez avoir des petites décharges. Donc, ces fuites de courant-là, donc la prise de terre permet de prendre les fuites de courant et les envoyer vers la terre. Puisque la terre, c'est le neutre. Voilà. Et lorsque il n'y a donc pas ces fuites de courant qui retournent vers la terre, alors la personne qui va consommer ces fuites de courant, c'est l'être humain. Et puisque son corps n'est pas habilité à recevoir ces décharges assez fortes, et s'ensuit donc cette triste nouvelle. J'essaie de comprendre. Quand j'arrive dans un bâtiment, moi en tant qu'individu, est-ce que je peux détecter s'il y a une prise de terre ou pas? Ce sera difficile si le technicien a bien fait son travail. Difficile pourquoi? Parce que dans les bâtiments, lorsqu'on installe, il faut déjà noter que je fais beaucoup de travaux de bâtiments tous ces derniers temps-ci. Dans des bâtiments, lorsqu'on l'installe, on cherche souvent dans le plan même, surtout du bâtiment, à avoir un local technique. Généralement, le local technique est à l'intérieur du bâtiment ou dans un coin
où uniquement les techniciens ont accès. Or, un usager quelconque ne peut pas avoir accès au niveau du local technique. Donc, lorsqu'on fait dans cette installation-là, le cuivre nu se retrouve à l'intérieur du local technique où on va mettre le coffret général. Et on va donc réaliser là-bas cela et on va fixer avec la barrette de coupure qui directement va prendre le câble version qui va se retrouver au niveau du coffret. Mais si je veux savoir, dans des autres simples bâtiments, vous allez voir les barrettes de coupure qui se retrouvent généralement fixées en bas du mur. Oui. Et à la sortie, ou alors à la sortie, on a le cuivre nu qui ancre dans la terre. Mais à l'entrée, on a un câble version qui doit avoir une section minimale de 6 mm carrés. Il faut noter que certaines personnes estiment que 4 mm c'est bon ou 2,5 mm carrés c'est bon. Mais la valeur minimale, même pour un plein pied, c'est 6 mm carrés qui va directement donc se retrouver au niveau du coffret électrique. Donc si vous voyez déjà cette barrette de coupure, peut-être ceux qui vont nous voir en image pourront voir cette barrette de coupure là. On va prendre le soin de leur montrer des différentes barrettes de coupure pour qu'ils sachent, n'est-ce pas, cela. Voilà donc comment, si vous voyez ceci, ça veut dire qu'il y a une installation de la prise de terre et ils pourront être garantis. Ok. Donc, j'observe souvent dans les prises, il y a un bout de fer qui ressort. Si je vois une prise où il n'y a pas ce bout de fer qui ressort là, je dois déduire directement qu'il n'y a pas de prise de terre. Il peut y avoir, mais vous savez, l'Africain, si je peux dire, alors l'être humain, je préfère dire l'être humain. L'être humain aime voir la lumière et rester tranquille. Tant qu'il n'y a pas la lumière, si les ampoules, si les lampes ne sont pas allumées, ça dérange pour lui. Parfois, vous avez un maître d'ouvrage. Vous essayez de lui dire par tous les moyens que voici ce qu'il faut faire, voici ce qui est important. Lui, il va vous dire, faites avec les moyens de bord. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci. S'il y a deux choses avec lesquelles on ne joue pas, on ne blague pas dans le bâtiment, c'est l'électricité et la plomberie. Parce que le plombier peut vous mettre les tuyaux, mais demain, dès qu'on alimente là, tous vos murs là vont se casser parce qu'il y aura les fuites d'eau partout. Vous serez obligé encore soit de casser, soit. Et maintenant, pour un électricien, si vous décidez vous-même d'acheter le mauvais matériel, il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, si c'est un mauvais matériel, je vais vous demander de signer des engagements. Donc, vous signez parce que je sais que maximum 3 mois, ça va brûler. Oui, ça, je le sais. Avec les fluctuations, la tension peut arriver élevée. L'intensité peut être élevée. Plus l'intensité est élevée, ça chauffe. Parce qu'il y a du câble électrique ici qui est du fer mélangé au cuivre. Donc, on a plus de fer que de cuivre. Et à la longue, ça chauffe et ça brûle. Ou alors, ça se casse à l'intérieur. Vous avez, par exemple, pendant 1 an, il y a bien l'installation. Mais à un moment donné, vous ne comprenez pas pourquoi le courant ne passe plus. Mais pourtant, l'installation est là. Les câbles se sont en fait cassés. Et ça, je vais dire que c'est la grâce de Dieu si au moins les câbles se cassent. Mais si ça ne se casse pas, on va venir ramasser les débris en matin ou en soir. Qui a d'abord l'idée de faire des fils avec le fer et puis L'idée c'est... Comment ça sort? Est-ce que je ne sais pas qui produit ça, mais est-ce que les gouvernements n'imposent pas certaines réglementations? Bon, là, je crois que c'est à aux différents gouvernements, n'est-ce pas, de véritablement veiller à ce que tout soit fait selon la norme exigée par les différentes organisations, que ce soit en électricité, que ce soit en plomberie, que ce soit, comment dirais-je, même l'agronomie, même, pourquoi pas, je parlerai même aussi de la nourriture. Il faudrait que tout cela soit selon les normes, mais si ça passe, bon, je ne vais pas indexer quelqu'un ici, hein. Il faudrait que je reste dans le couloir pour voir mes enfants grandir, au cas où le Seigneur. Bon. De ton expérience, est-ce que, peut-être la question c'est technique, mais est-ce qu'il y a certains, peut-être, je vais dire pays ou certaines régions, on te dit, bon, tel fil vient de tel endroit, telle chose vient du Nigeria, telle chose vient, tu as dit, bon, probablement c'est pas le bon matériel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réputés pour produire le mauvais matériel, qui se sont rendus experts, des experts faussaires, ou des faussaires experts?
est-ce qu'il y a des gens qui sont... Je crois que tout le monde peut faire du bon, tout le monde peut faire du mauvais. Ça, je le crois. Mais... Parce que quand on était petit, je ne vois presque plus ça. On avait déjà étiqueté un maquereau chinois. Je ne sais pas s'il venait vraiment de Chine ou je ne sais pas. Mais... Bon, je crois que c'est l'appellation certainement que certaines personnes avaient trouvé. Non, je me dis, parce qu'une fois j'avais fait un voyage à l'ouest et je suis arrivé dans une poissonnerie et j'ai toujours vu écrit maquereau chinois. Et ça ne date pas de 3 mois. Non, ça date de... Non, c'était en février. Donc ça date de plus de 3 mois. Donc c'était en février 2025. Vous voyez que si nous sommes encore en 2025 et que dans cette poissonnerie-là, j'ai pu voir maquereau chinois, ça veut dire que ça existe encore. Bref, pour revenir à votre question, je pense en fait que chaque pays peut faire du bon matériel comme peut faire du mauvais matériel. Il revient, moi je vais plutôt attirer l'attention des techniciens. Parce que ce sont des techniciens et les maîtres d'ouvrage qui eux-mêmes arrangent leur travail ou gâtent leur travail. Moi, par exemple, si je gagne un marché et que je réalise très bien le travail, ce travail que j'ai réalisé, qu'il soit à un bon coût ou à un moindre coût, va me donner des clients plus tard. Si demain, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, bon, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont entrer chez lui. Et ces gens vont commencer à poser la question, waouh, qui a fait l'installation aussi là? Donne-moi un peu son contact. Moi aussi, bon, je gagne un autre marché. Même chose avec. Donc, un travail bien fait, tôt ou tard, sera payé. Maintenant, le maître d'ouvrage, c'est pourquoi j'insiste. Un technicien qui gagne un marché doit insister sur la qualité du matériel. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais donner un tout petit secret à certains maîtres d'ouvrage qui ont peur des techniciens parce qu'il y a certains qui disent que non, je ne vais pas donner mon argent au technicien, il va peut-être surfacturer pour aller acheter telle chose ou il va manger parce qu'on pense toujours que certains techniciens, bon, et même si on mange sur l'achat du matériel. Mais ce maître d'ouvrage n'est pas censé connaître les prix, c'est son travail. Non, il est censé connaître, mais il faut aussi noter, moi je peux te donner par exemple, Curtis, je peux te donner un devis et je mets un rouleau de 1,5 qui coûte actuellement, le câble européen qui coûte actuellement 15 500. Je mets 15 500. Mais quand moi je vais arriver, je te dis même là, il faut aller acheter, on te manque bien 15 500. Parfois même tu vas arriver dans certaines surfaces, tu vas voir là-bas c'est 17 000. Mais je vais mettre 15 500, mais quand je vais aller acheter, ça ne sera pas 15 500. Mais le prix là-bas, même si c'est quoi, tu discutes, c'est 15 000. Moi, je vais acheter peut-être à 14 000 ou à 13 000. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. D'autres vont trouver que c'est faux. Mais je connais par exemple un client pour qui je travaille encore actuellement. Lorsque moi, je lui fais un devis, je fais des prix. Il est allé plusieurs fois sur le marché, aller dans toutes les quincailleries, demander, et après venir me donner l'argent que toi, vas acheter ton matériel. Parce qu'il estime que les prix sont élevés. Et je m'en vais, j'achète le matériel, je lui manque. Donc, je voulais dire aux maîtres d'ouvrage, ceux qui me regardent, lorsqu'on va par exemple acheter le cuivre, le câble, le conducteur, pour savoir que c'est le bon, tu peux te... non, le câble européen. Oui, le câble européen, je préfère bien le câble européen. Il y a le câble européen, le câble africain, le câble... Non. Il y a le câble européen, il y a le câble turc. Bon, voilà les deux que je préfère. On n'a pas de câble, non. Les Africains, il y en a le câble camerounais que j'ai utilisé plusieurs fois, mais... Ça, on ne veut pas commenter le câble. Mais, donc, vous pouvez vous balader avec les mains. Donc, lorsque vous voulez acheter un câble, vous pouvez vous balader avec les mains. Si le câble colle sur les mains, c'est le mauvais câble. Ça veut dire qu'il y a le fer à l'intérieur. Et si ça ne colle pas, c'est bon. Donc, voilà une technique que je peux leur donner. Donc, ils vont se balader partout avec dans les quincailleries. Dès que ça colle, ils disent que non, je ne veux pas ça. Si ça ne colle pas, ils vont acheter. Ça, c'est pour le câble. Parce que le câble doit être du bon cuivre, je veux dire. Du cuivre 100%. Et lorsque c'est du cuivre, c'est garanti. Vraiment, vous avez une garantie. Et lorsque l'installation est bien faite, vous avez une garantie de minimum 20-25 ans. Vous dormez sans maux de tête. Ok. D'accord, donc ça c'est en ce qui concerne
construction des bâtiments. Dans ton expérience personnelle, est-ce que tu estimes que la plupart des gens prennent le côté électrique au sérieux quand ils construisent des maisons, ou le but c'est surtout de faire, je vais dire quoi, un gain financier? La plupart des maîtres d'ouvrage, je préfère, c'est-à-dire ceux qui veulent qu'on réalise. Le maître d'ouvrage ici, ça peut être l'architecte, ça peut être l'ingénieur, ça peut être celui qui construit sa propre maison. Oui, le maître d'ouvrage, j'appelle beaucoup plus maître d'ouvrage celui qui construit sa propre maison ou son immeuble. Okay. Donc l'architecte ou l'ingénieur est là pour diriger les travaux. Donc, pour moi, d'après mon expérience, ces personnes ne prennent jamais au sérieux les techniciens en fait. Ou le travail de l'autre. Pour eux, c'est un peu trop facile. Bon, je peux imaginer que quelqu'un construit un bâtiment, il veut mettre des maisons en location, il va peut-être négliger certains aspects. Mais avec ceux qui construisent leur propre maison, tu trouves quand même qu'il y a un peu plus de... C'est pareil partout. Avec mon expérience, c'est pareil. Ils sont très peu, ces gens-là qu'on peut compter du bout du doigt, qui vont dire que ce soit des maisons d'habitation, que ce soit des maisons à louer, des appartements meublés par exemple, que ce soit... Ils sont peu. Comme on peut dire, celui-ci prend tout au sérieux. Tout au sérieux. Parce que je crois, parfois il y a certains bâtiments que je vois, lorsque je vois comment un maçon élève le mur est tellement tordu, tellement, mais j'ai envie souvent de gifler certaines personnes. Si j'avais la force, si j'étais un peu comme Ibi, peut-être il y a beaucoup de choses que j'allais changer, bon, mais malheureusement. Donc je pense que tout le monde, tous les corps doivent être pris au sérieux. Parce que si le maçon fait mal le travail, le peintre va venir souffrir après. Si l'électricien fait mal son travail, le frigoriste va venir souffrir. Si le frigoriste fait mal son travail, bref, il y aura toujours des dégâts collatéraux. Mais ils sont très peu pour revenir à cette question. Et mes félicitations et j'encourage ceux qui, n'est-ce pas, ces maîtres d'ouvrage qui prennent tout au sérieux et qui savent que la vie de celui qui va habiter ces maisons de ces personnes, de ces familles qui vont demeurer dans les maisons d'habitation est importante. Et même leurs descendants ou leurs frères, amis qui viendront dans leur maison d'habitation est également important. Donc je pense que dans les travaux, que ce soit des maisons d'habitation, que ce soit des appartements ou maisons ou studios à louer, la sécurité des biens et des personnes doit être prise en considération. Lorsqu'on ne prend pas en considération la sécurité des biens et des personnes, ça devient un désastre. Oui, naturellement, surtout quand on construit les maisons pour que les personnes habitent à l'intérieur. Tout à fait. Maintenant, tu as parlé au début de prise de terre, de fouilles. En fond de fouilles. Okay. Maintenant, quand tu hérites d'une maison, ou peut-être tu n'as pas eu la présence d'esprit de faire ça, est-ce que tu peux te rattraper? Oui, il est possible de se rattraper. Tant qu'il y a l'argent, on se rattrape toujours. J'ai travaillé une fois pour un monsieur. Il a fini, c'est un grand manoir. C'est une très, très, très grande maison. Lorsqu'il a fini, il s'est rendu compte que les meubles qu'il va mettre, ce sont des meubles qui prennent pratiquement tous les quatre coins dans je sais pas trop comment on appelle ça. Donc ça prend tout et du coup, il ne sait plus où il va mettre ses prises télé. Donc il nous a appelé et il nous a dit qu'il veut les prises sur des poteaux. On avait déjà mis les carreaux au sol. Tout. Il a demandé si c'était possible. On a dit, boss, tout est possible lorsqu'il y a l'argent. Il a dit, comment est-ce qu'on peut faire ça? On lui a expliqué comment on peut faire tout. Il dit, donc, on va encore casser comme ça, on va encore. On lui a dit que non, il y a une possibilité de ne pas toucher les carreaux. On peut plutôt faire comme ça, Il a dit, ok, allez-y. Et c'était bien, surtout qu'il y avait l'argent. Donc, la prise de terre, une fois qu'on a déjà, même si on a déjà tôlé la maison, on peut encore la réaliser. Il existe des moyens, des méthodes pour mieux encore le faire. Ok. Bon, je vais peut-être sauter du coq à l'âne, mais il y a une des paroles de Jésus, je ne sais pas trop ce qu'il racontait là. Et puis il dit à la foule, vous allez me dire, médecin, soigne-toi toi-même.
Donc, parfois le médecin est malade, parfois le menuisier n'a pas de chaise. Parfois, la maison de l'électrotechnicien n'est pas toujours au top. Donc, ok. Dis-nous la vérité. Est-ce que tu prêches par exemple en ce qui concerne l'électricité? Bon, c'est vrai que je n'ai pas encore ma propre maison d'habitation. Mais si vous arrivez où je suis... Non. Quand je parle de la propre maison, ça veut dire que je n'ai pas encore construit. Oui. Mais si vous arrivez chez moi, vous allez voir beaucoup de lumière. J'aime beaucoup la lumière. J'aime quand ça brille. Et c'est vrai que les factures viennent aussi souvent élevées, mais j'aime quand ça brille. Que ce soit de jour comme la nuit. Et actuellement, j'ai mis des projecteurs partout dans la cour, des projecteurs solaires. Donc quand le voisin n'a pas la lumière et que comment je vais dire ça, notre fournisseur en énergie électrique dans le pays a coupé ces choses ou alors a repris ces choses, bon, chez moi est bien éclairé et ça me plaît. Donc quand j'arrive là, ça me permet au moins de traverser la cour en toute sérénité, en toute sécurité. Et surtout que dans mon quartier, il y a des personnes qui aiment bien souvent venir prendre des choses quand c'est dans le noir. Donc chez moi là-bas, ils ne peuvent pas se cacher. Ils savent que là-bas, il y a toujours la lumière. Ok. Donc, voici quelqu'un qui veut louer une maison. Bon, en général, quand on veut louer une maison, ce qu'on regarde, on regarde le prix. Ça commence toujours, on a parlé de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Après, on regarde la sécurité dans le quartier, on regarde la proximité du lieu de travail. Est-ce que tu penses qu'on devait aussi prendre le volet de l'électricité là au sérieux? Est-ce que je dois commencer à demander au bailleur ou au potentiel bailleur, est-ce qu'il y a la prise de terre chez toi? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Bon, c'est vrai que ça va dépendre des personnes. Je préfère le dire. Oui, mais personne ne veut mourir électrocuté. Déjà, si tout le monde devient sérieux, c'est-à-dire moi le bailleur, moi le locataire, je dois savoir que si je construis une maison et que normalement je déclare mes biens, ce qui est bien déjà, il faut noter une chose. Dernièrement, j'ai constaté une chose au niveau de la direction générale des impôts. Donc, lorsque vous entrez dans le site et que vous voulez créer votre numéro d'identifiant unique, on va vous demander si vous habitez, si vous êtes locataire ou si vous êtes bailleur. On demande tout ça. Si vous êtes locataire, on vous demande le numéro identifiant unique de votre bailleur. On demande tout ça. Donc, ça veut dire que si le bailleur là ne paye pas les impôts, quand moi je vais donner toutes ces informations, le site va constater que mais celui-ci, mais je n'ai pas telle chose. Donc, en fait, on pourra certainement dans l'avenir le regresser. Moi, le bailleur qui ne paye pas les impôts, il ne va jamais te donner mon numéro là. L'identifiant unique, il ne peut pas donner ça à mon locataire. Bon, s'il ne donne pas, il va bien falloir que je l'ai pour que, comment je vais dire ça? Pour que moi, pour pouvoir avoir le numéro identifiant unique, sauf si on va mentir à la direction, au site de la direction générale des impôts, mais ça sera pas pour notre bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, et je le disais tout à l'heure, lorsqu'on construit une maison, que ce soit pour la location, que ce soit pour habitation personnelle, il faut prendre en compte la sécurité des biens et des personnes. Lorsque cela est bafoué, il est normal qu'il y ait des électrisations, des électrocutions. Bon, et quand je disais ça dépend des personnes. Si déjà je construis et que je sais que je ne vais pas déclarer les impôts tôt ou tard, ce qui est sûr, c'est que ça va me rattraper. Si demain il y a mort d'homme et que les enquêteurs font bien leur travail, mais c'est un monsieur qui doit être condamné à vie. Si toi-même tu fais bien ton travail financier avec les enquêteurs, ok? Non, si c'est moi qu'on prend, qu'il faut aider les enquêteurs, mais je vais faire mon travail. Donc, je ne sais pas si au pays on peut commencer à chercher les électrotechniciens et tout comme ça pour faire ce travail. Je suis disponible. Parce qu'il faut protéger notre génération, il faut protéger les individus. Des personnes ne viennent pas sur Terre pour mourir de cette manière-là et c'est tellement triste. Donc, pour celui qui veut véritablement poser la question, il est libre de la poser. Mais moi, j'encourage ceux qui veulent véritablement construire de tout faire dans les normes. Lorsqu'on fait dans les normes, c'est
en fait, on dort. Je ne sais pas comment certaines personnes parviennent à dormir lorsqu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose qui va faire du mal à son prochain. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas. Même moi, lorsque je travaille, et cela au fur et à mesure que je fais des travaux des particuliers ou des entreprises, même s'il n'y a personne, je travaille comme s'il y a quelqu'un derrière moi. Donc, même si je sais qu'il n'y a personne derrière, je travaille comme s'il y avait une personne derrière moi. Donc je travaille, c'est pas c'est pas ma maison, c'est pas mon immeuble, mais je travaille comme si c'était le mien. J'y mets tout mon cœur, j'y mets tout. Parce que il y va pour mon intérêt et il va pour la sécurité de ceux qui vont venir après. Statistiquement, est-ce que tu connais le nombre de personnes qui meurent électrocutées, peut-être dans le monde, peut-être au Cameroun, je ne sais pas si on a les stats. Sur les stats, vraiment, je mentirais si je dis que je connais. Parce que je me dis que peut-être les gens négligent aussi parce qu'ils se disent, bon, combien de personnes meurent aussi électrocutées, donc je peux vivre 100 ans sans que quelqu'un ne meure électrocuté dans mon immeuble. Vous savez, la société a tout fait pour rendre les êtres humains, je dirais, robots. Vous allez voir des tout petits enfants. La seule chose qu'on les apprend dès le jeune âge, c'est les dessins animés pour qu'ils se taisent, les téléphones pour qu'ils se taisent. Bon, on les apprend pas ce qui est essentiel, ce qui est capital pour leur vie. Donc, même au niveau des chaînes de télévision nationales ou internationales, la seule chose qu'on manque, ou alors la seule chose pour laquelle on va captiver la personne, c'est pas quelque chose qui est essentiel ou important pour sa vie, mais c'est ce qui va le distraire, c'est ce qui va l'éloigner de l'essentiel, afin que ceux qui, n'est-ce pas, gagnent plus dans cet essentiel-là demeurent là-bas. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faudrait que on rééduque en fait la société. Il faudrait qu'on la rééduque et il faudrait qu'on mette un point important sur cela. Donc, si on connaissait les dangers, si on connaissait davantage les dangers liés à une mauvaise installation électrique, à un mauvais travail rendu, je crois que beaucoup ne laisseraient plus se faillir. Il y a beaucoup de vidéos de nos jours que je vois aujourd'hui sur l'éducation dans certains pays en Asie. Vous allez voir, on arrête totalement le cours et on montre à l'enfant qui est encore tout petit, que ce soit à la maternelle, que ce soit au primaire, comment par exemple leurs parents font pour gagner leur vie. Comment est-ce qu'il faut construire une maison, comment est-ce qu'on peut réaliser une fondation, comment. Bon, ici chez nous, on nous apprend à danser j'aime la bière et Annie. Bon, c'est pas. Je crois que cette société. Il y avait des rumeurs comme qu'on allait augmenter le prix de l'alcool. Et le monsieur disait que c'est tout ce qui nous reste. On n'a rien ici en fait. Peut-être c'est pour ça que les gens aiment la bière parce que c'est tout ce qui reste. Je ne sais pas si c'est tout ce qui reste. Mais moi, tout le temps que j'ai passé à l'école primaire, comme au collège, à l'université, une seule fois, Nio est venu dans mon école à l'école primaire et j'ai quitté l'école primaire en 2009 pour sensibiliser. Donc tout le temps que j'ai passé au collège entre 2009 et 2017, jamais je n'ai vu Nio, la Sonnelle. Ce qui fait que, comme tu disais, les gens ne sont pas sensibilisés, que ce soit les adultes, que ce soit les aînés. Mais on a aussi beaucoup parlé aujourd'hui, je veux dire que ce soit les adultes ou les enfants. On a beaucoup parlé aujourd'hui des décideurs. Mais les décideurs décident aussi sur les personnes. Ce qui fait que la plupart des personnes dans le monde, ce sont des personnes qui subissent. Tout le monde ne construit pas. Donc quand tu vas en location, ce que je veux savoir concrètement, c'est qu'est-ce que l'individu là qui n'a pas les moyens de construire, qu'est-ce qu'il peut faire pour se protéger? Bon, déjà, si moi je m'en vais en location, il y a certaines choses pour ma propre sécurité que je devrais déjà changer. Vous allez voir dans certaines maisons d'habitation, lorsque vous allez voir, je reprends l'exemple que tu as pris là au début, vous allez voir des fils de courant qui se baladent un peu partout, des prises qui pendent, de ceci. Je suis allé dernièrement, je connais un ami en fait.
Je vais pas donner son nom ici. Il y a de cela 3 ans ou 4 ans. Il a passé le temps à me dire, tu vas venir installer le chemin, tu vas venir installer. Il me l'a dit et je suis devenu un peu le genre, lorsque tu me promets quelque chose ou tu me dis quelque chose 2 ou 3 fois et que tu ne réalises pas, moi je prends ça comme, je te prends comme un blagueur. Je te prends plus au sérieux. Et 4 ans après, dans l'année passée, il m'appelle et il me dit, telle personne est venue réaliser l'installation chez moi. Quand il arrive, ça donne. Et dès qu'il part, ça ne donne plus. J'ai ri, fatigué, j'ai ri. Je ne sais pas si je me moquais de lui ou si j'étais juste dans la joie. Donc, je ne sais pas. Il a insisté, s'il te plaît. Bon, finalement, je suis allé. Wow, quand j'ai vu le travail là, j'ai dit que mon frère, tu as jeté l'argent en brousse. Le travail s'y a recommencé au point zéro. Et dernièrement, c'est son épouse qui me disait, oh, les enfants sont en train de toucher les prises là. Dernièrement, j'ai même eu peur que la dernière née là, est-ce qu'elle va mourir? Je lui ai carrément dit, que peut-être tu attends que le malheur arrive pour refaire les travaux. Parce que je lui ai fait un petit devis qui atteint les 200 000. Il a dit que 200 000 c'est beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Mais moi, je trouve pas ça beaucoup. Voilà. Organiser un deuil coûte vraiment plus cher. La prochaine fois qu'il va me le dire, je vais lui dire que organiser un deuil coûte plus cher que 200 000 parce qu'il y aura les frais de... On va d'abord réanimer, on va d'abord... Or, s'il l'avait fait depuis, je crois que la sécurité serait déjà là. Donc, je pense que si je suis locataire, que je n'ai pas assez de moyens, certaines choses peuvent être changées simplement. Des prises aujourd'hui coûtent 1000 francs. Je peux arriver, je me rends compte que des prises sont... j'achète des prises qui sont sécurisables. Plusieurs personnes m'ont déjà vu. Et je suis allé chez eux, j'ai refait les saignées, j'ai recassé des murs. Et après, on va me dire, ce sont des amis, il va peut-être me dire, ouais, je n'ai pas prendre le taxi. Mais je suis content. Parce que je sais que demain, une personne va venir voir seulement comment j'ai scellé la prise là. Les 5 000 qu'il m'a donné là vont peut-être se transformer à 500 000. On ne sait jamais. Parce que je scelle avec amour, avec passion. C'est vrai que c'est rien. Et on va me servir un bon plat de nourriture, je vais manger. Mais la sécurité est importante. Donc je pense que chacun d'entre nous, même si tu n'as pas les moyens de construire, vraiment, il faut tout faire pour être, même en dormant, lorsque tu dors chez toi, même si tu es locataire, que tu dormes en sécurité. Et si tu as déjà les enfants et que tu sais que même si je ne suis pas là, il n'y aura rien. Je ne vais pas entendre que le fil de courant est monté comme ça et après ça a pris tel. Ça sera tellement triste. Ok, je comprends. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Est-ce que quand on aménage, donc j'essaie de t'imaginer, puisque tu es un professionnel du métier, est-ce que toi tu peux entrer dans une maison où il n'y a pas de prise de terre? Et dans le cas où quelqu'un est dans une maison où il n'y a pas de prise de terre, est-ce que tu vas lui dire déménage? Ou est-ce que tu penses qu'il y a certaines choses qu'on peut faire pour... Bon, est-ce que je peux entrer dans une maison qui n'a pas de prise de terre? La première des choses, c'est que lorsque moi, je regarde une maison, je vais regarder les toilettes. Parce que je déteste faire mes besoins en regardant ça, franchement. Même lorsque je m'en vais dans certains villages, je préfère aller dans la nature. Lorsque je vois que les toilettes sont... Je préfère la nature. Et là, je me ressource bien. Et je me mets à l'aise. Donc, la première des choses sont les toilettes. La deuxième des choses qu'on a mis dans ma tête et que j'applique sans vraiment m'en rendre compte, c'est la cuisine. Donc, s'il y a la cuisine, il faudrait vraiment qu'elle soit spacieuse. Vous savez, les gens qui ont mis ça dans ma tête disent toujours qu'il faudrait que la cuisine de madame soit la cuisine de madame. Et parfois, je regarde, même si madame n'est pas encore là, je dis que la cuisine, si elle n'est pas. Là, c'est la deuxième des choses. Avant maintenant de voir les autres. Maintenant, en ce qui concerne la prise de terre, s'il n'y en a pas, moi je pose toujours la question en fait.
Je pose toujours cette question. Mais est-ce que je vais encourager X ou Y de déménager parce qu'il n'y a pas la prise de terre? Je ne veux pas être... C'est un petit déménagement. Imagine qu'il y a que Malek, le déménagement sera définitif. Bon, il faut aussi noter que plusieurs personnes ont habité des maisons où il n'y avait pas de prise de terre, ils ne sont pas morts. Le sang que tu en fais partie. Ça, lorsque j'étais tout petit. Mais il faut avouer que Dieu m'a beaucoup aimé, Curtis. Lorsque j'étais tout petit, je me rappelle plusieurs fois avoir touché des fils de courant avec le jus à l'intérieur. Nous, on appelle ça le jus, c'est-à-dire que c'est alimenté. Et je me rappelle une fois, je nettoyais le sol. Vous savez, quand on était petit, voilà comment nous on nettoyait le sol. On versait l'eau partout. Et après, on frottait le savon. Donc, on mettait le savon sur la serpillère. Et on frottait ça partout. On pouvait nettoyer le sol même pendant 2 heures, 3 heures de temps. En petit sol. Et lorsqu'on finit de mettre le savon, on enlève pratiquement tous les habits. Et on se met à glisser avec le vent. Je me rappelle, j'étais encore primaire. J'ai fini de faire tout ça et après je suis allé mettre mon doigt volontairement sur le fil de courant. La façon que j'ai été secoué. Waouh! Vu que quelques semaines après, il y a une camarade de classe qui était morte qui avait fait pratiquement la même chose. Donc elle aussi, elle nettoyait le sol. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. Elle est décédée. Donc souvent, même à l'âge que je suis, souvent, je me pose la question comment j'ai fait pour survivre. Mais par contre, d'autres, parfois, ils frôlent seulement et c'est la mort qui s'ensuit. Moi, je suis allé volontairement toucher. Pas comme on m'avait dit, fais attention. J'ai pris ma main, étant pieds nus, touchant le sol, poser ça sur le fil de courant. Mais mon Dieu, j'ai été secoué. Depuis ce jour, plus jamais. Jusqu'à ce que je devienne électrotechnicien. Peut-être que la raison pour laquelle Dieu t'a laissé, c'est aussi pour empêcher que ce drame arrive aux autres. Certainement. C'est pourquoi je dirais donc à ceux qui m'écoutent et à ceux qui me regardent véritablement, si vous avez des moyens pour construire, que ce soit pour vous-même ou alors pour des personnes qui vont venir louer, vraiment protéger les biens et les personnes, c'est important. Okay. Maintenant, est-ce que les vieux appareils favorisent l'électrocution ou l'électrisation? Tout appareil peut être un moyen de l'électrisation ou alors de l'électrocution. Lorsque celui-ci a déjà une carcasse et que la carcasse est en train d'être rouillée, ou alors le revêtement qui est sur la carcasse est en train de quitter. C'est-à-dire quoi? Le revêtement, c'est quoi? Ça peut être une couche de peinture. Vous voyez ça sur les congélateurs, sur la télévision, sur les ordinateurs. Vous allez voir, à un moment donné, vous avez comme l'impression que vous touchez à le fer. C'est-à-dire que la peinture, les petites peintures là, est en train de quitter. C'est lorsque ce revêtement quitte déjà, cet appareil est possible d'électriser quelqu'un ou alors de l'électrocuter. En fait, l'électricité, il sera électrocuté par ce maillot-là, en fait. Donc, il faut donc sécuriser tous les appareils également. Selon ce que tu as vu, quel appareil est plus susceptible de tuer? Le frigo, le congélateur et la machine à laver. Parce qu'ils contiennent plus? Non, pas qu'ils contiennent plus. Ils sont plus accessibles à l'individu. Donc, ce sont des appareils qu'on touche pratiquement chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde. Un enfant va garder son jus au frigo et il va se souvenir que hey, je viens de mettre mon jus, il va encore aller toucher. 5 minutes après, il va encore dire hey, j'espère que tel n'a pas pris. Vous savez, lorsqu'on a des petits frères, des petites soeurs, on connaît que celui-ci là, tant qu'il est à la maison, mon jus va disparaître. Donc de temps en temps, on part guetter. Par contre, la télévision, les enfants sont pratiquement 24 heures, 7 jours sur 7 sur la télévision, surtout que nous sommes en période de vacances. Donc, tout appareil, et je disais tout à l'heure, même le téléphone, il faut noter que la majorité des téléphones, déjà, leurs chargeurs n'ont pas le côté qui va à la prise de terre. Il y a de cela moins d'une semaine. Moi, j'ai branché mes téléphones et j'ai reçu des... Mais pourtant, où je vis, il y a 2 prises de terre. 2 prises de terre distinctes. Parce que moi, je suis dans mon studio et de l'autre côté, ce sont mes parents. J'ai pris la peine de réaliser 2 prises de terre. Une prise pour
l'appartement et une homme en studio, une autre prise où les parents sont. Mais ça n'a pas empêché que je reçoive des décharges avec des téléphones, s'il vous plaît. Avec des téléphones. Donc, il faut tout sécuriser. Donc, tous les appareils sont susceptibles, n'est-ce pas, de créer l'électrification ou l'électrocution. Pour revenir sur les téléphones, je discutais avec un électronicien. Lui contestait un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les gens qui sont décédés avec les téléphones. Il estimait que la plupart des vidéos, des photos, on voit des gens morts parce que le téléphone était branché, ils ont décroché et tout, qu'en général c'est fake. Parce que ce qu'il disait, c'est que la plupart des téléphones maintenant viennent avec une sorte de système de sécurité qui protège les téléphones. Qu'est-ce que toi tu penses? Je pense qu'il dit à 80% la vérité. La majorité des téléphones qui viennent maintenant ont un système de refroidissement, si je peux dire ainsi. Vous allez voir à l'époque, quand on chargeait le téléphone, tu pouvais charger toute la nuit, à un moment donné, la batterie se met à gonfler. Or, les nouveaux téléphones d'actuellement, parfois ils coupent la charge seule. Vous pouvez brancher votre téléphone toute une nuit, mais le matin, il ne chauffe pas. Mais si vous avez un téléphone que pendant que vous branchez, il chauffe régulièrement, ça c'est un téléphone assez dangereux. Vous savez qu'il n'a pas ce système-là, il faut veiller. Et je dirais aussi qu'il faut beaucoup éviter. C'est pourquoi j'ai dit à 80% de manipuler le téléphone lorsqu'il est en charge. Que ce soit répondre à un appel, que ce soit manipulé il faut beaucoup éviter. Parce que c'est à ce moment, je ne sais pas si je me rappelle de cette expérience, lorsqu'un téléphone est en charge, moi la personne qui tient le téléphone, je suis un conducteur. Donc, il y a des décharges magnétiques qui traversent mon corps. C'est pourquoi ceux qui utilisent et ceux qui dorment beaucoup plus à côté des téléphones et tout consort peuvent facilement développer des cancers et des maladies bizarres. Donc, vous savez aussi, plus la technologie évolue, plus l'être humain est en danger. Voilà. Parce que des choses qu'on ajoute dans la technologie, là, certes, c'est émouvant, c'est encourageant, mais ça détruit beaucoup l'être humain. Beaucoup. C'est vrai que je lisais un article, et dans l'article, il se plaignait du fait qu'il n'y a pas plusieurs études sur les dangers du téléphone. Donc, il donnait l'impression que les grandes firmes qui fabriquent des téléphones essayent de censurer les articles, tout article qui va à l'encontre de leurs produits. De leur productivité et de leurs produits. Bon, peut-être que ce n'est pas trop ton domaine, mais voilà. Tu sais, on dit souvent qu'il ne faut pas décrocher le téléphone à la station. Oui. Une fois, moi j'avais mon téléphone à main, j'étais sur la moto, j'avais mon téléphone à main, j'étais pas en train de parler au téléphone. Le motoman me fait signe que nous sommes à la station et tout. Et donc je regarde le panneau et je vois éteignez vos téléphones. Mais moi je connais pas une seule personne qui éteint son téléphone à la station. Maintenant, ce que j'ai lu semble indiquer le contraire. Donc ce qu'il dit c'est que en fait c'est une corrélation. Oui, il y a eu des explosions à certains endroits dans le passé. Ça c'est très loin dans le passé. Je pense que j'étais né. Peut-être c'est les années 80. Il n'a pas été démontré que c'est à cause du téléphone. Donc la raison pour laquelle on demande, c'est ce qu'il expliquait dans l'article en tout cas, aux gens d'éteindre le téléphone, de ne pas manipuler, c'est parce que ça peut te déconcentrer, surtout si tu es le chauffeur, tu peux faire peut-être une erreur comme démarrer, pendant qu'on met le carburant et tout. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas un lien direct entre le téléphone et les explosions à la station. Bon là, je ne sais pas si ça dépend de l'électricité ou ça dépend des ondes et tout. C'est vrai que je ne sais pas qui a écrit cet article, mais j'aurais aimé également lire cet article parce que cette personne-là est affouetée. Oui, il est affouetté. Vous savez, chez nous en électricité, comme en électrotechnique, il est interdit de décrocher le téléphone lorsqu'on travaille sous tension. À la station, on travaille sous tension. J'ai dit chez nous en électricité, je vais en venir sur la tension. Il est interdit, pourquoi? Parce que le téléphone, lorsqu'on le décroche, c'est comme s'il activait certaines ondes magnétiques. Actuellement, je suis en train de travailler sous tension. C'est comme s'il activait certaines ondes magnétiques. Et une fois qu'on décroche, je ne sais pas si les ondes magnétiques là sont positives et l'électricité vient avec. Voilà, l'électricité c'est le déplacement rapide des électrons de façon ordonnée. Et les électrons, c'est le signe moins.
Ouais, un peu. Donc, s'il y a plus et moins, il y a forcément attraction et quelque chose va se passer. Dernièrement, dans un quartier que je préfère taire le nom, il y a un monsieur qui est monté sur la toiture. Je sais pas trop ce qu'il voulait dépanner. Voilà, c'était la parabole, soit c'est quelque chose pour les images. Et, et lorsqu'il est arrivé sur la toiture, son téléphone a sonné. Là n'est pas le problème. Le problème arrive lorsqu'il a décroché le téléphone. Une fois qu'il a décroché le téléphone, il est seulement allé tomber à quelques mètres un peu plus loin. Je ne sais pas s'il a survécu. Donc, il a sauté de sa toiture comme Superman. Il s'est envolé. Oui, oui. Si c'était la mauvaise nouvelle, il n'allait pas s'envoler comme il s'est envolé là. On a vu partout, il passait au-dessus des toitures de certaines maisons. Ce n'était que le sang jusqu'à ce qu'il allait tomber où il s'est retrouvé là. Ça peut être la sorcellerie aussi. Ça peut être la sorcellerie, mais c'est pas la sorcellerie parce que ça c'est scientifiquement prouvé. Et c'est pas le premier cas. C'est pas le premier cas. Plusieurs cas comme ça peuvent être isolés. Donc, il faut vraiment éviter de manipuler le téléphone en ce qui concerne l'électricité. Lorsqu'on travaille sous tension, éviter. Et éviter également pour certaines personnes qui construisent des maisons sous des poteaux électriques qui portent la moyenne tension ou la haute tension. Ce sont des zones à fort risque pour créer des cancers. À fort risque. Donc, évitons de construire. Certes, on va te dire qu'on donne de terrain, mais il y a par exemple la haute tension, la moyenne tension qui passe au-dessus. Vraiment, il faut éviter de construire. En ce qui concerne les stations, j'ai déjà également eu vent de plusieurs, mais je n'ai pas encore fait les recherches. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a danger. Peut-être que ce n'est pas lié au téléphone par rapport à ce que vous avez parlé tout à l'heure de... C'est encore quoi là? De l'article, n'est-ce pas? Peut-être que l'article là, oui, je n'ai pas encore prêté attention, mais si je prête attention à cet article en fonction de tout ce qu'il va dire, je vais également faire d'avoir les recherches sur ce qu'il va dire, les bouquins, les références, avant maintenant de chercher ma paille de concrédit. Je suis sûr que je peux trouver plusieurs choses qui concrétisent ce qu'il dit. D'accord. Bon, venons sur le téléphone à la cuisine. Est-ce qu'il y a un danger décrocher le téléphone à la cuisine? Avec le gaz, je crois que là, ça avait les bouteilles de gaz. Oui, justement. C'est vrai que... Bon, vous voyez... Parce que c'est les vidéos qu'on voit constamment où telle personne a décroché le téléphone à la cuisine et on voit quelqu'un qui n'a plus de... Il y a une phrase qu'on dit souvent. Si ce n'est pas un matin, ça sera le soir. Quelqu'un m'avait dit une fois, c'est pas Paul, c'est Pierre. Voilà, donc il faut éviter que ce soit un matin ou le soir. Ça veut dire quoi? C'est vrai, je regarde ces choses. Quelqu'un avait dit un jour, on ne perd rien à servir Dieu. Parce que s'il existe et qu'on ne l'a pas servi, ça sera dangereux. Le dilemme de Pascal. Voilà. Mais, s'il n'existe pas, mais qu'on l'a quand même servi, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu. Donc, c'est pourquoi... On ne perd rien à ne voilà. On ne perd rien à ne pas décrocher. Parce que ce qui est sûr, c'est que la personne qui m'appelle là, forcément, il va encore m'appeler. Si c'est urgent, la personne va me rappeler. Mais si c'est pas urgent, la personne va juste... Et ça reste comme ça là. Donc, on ne perd rien. Et je ne sais même pas trop le pourquoi on est trop pressé. Cette histoire de téléphone, à un moment donné, ça devient de l'addiction, de la drogue. Qu'il faut véritablement un psychologue pour nous débarrasser de cette maladie-là. Téléphone. Donc, si c'est trop pressé, je peux arrêter peut-être si c'est une marmite qui est au feu et je vois que l'appel est urgente. L'appel est urgent, je vais dire. J'arrête d'abord ou je diminue le feu et je m'en vais répondre assez éloigné au téléphone. Je finis, je reviens. Si c'est pas pressé, je guette. Comme tout à l'heure, là, mon téléphone sonnait. Je sais que c'est pas pressé parce que la personne, je connais à ce que la personne va demander. Et comme la personne a appelé une fois là, je sais que la personne va plus rappeler. Donc, je sais que c'est pas urgent. Je reste tranquille. Donc, si c'est pas le matin, pour éviter cela, si c'est pas le matin, ce sera le soir. Mieux éviter de décrocher, c'est ce que je peux dire. Ok. Bon, tu es quelque part et tu vois quelqu'un, comme dans l'histoire que j'ai racontée au début, tu vois quelqu'un qui est en train d'être électrisé ou électrocuté. Quelle est la réaction qu'il faut avoir? C'est vrai que
Tu as dit tout à l'heure que c'était dans une boutique. Oui. La boutique avec une porte ouverte. Oui. La première des choses à faire, c'est d'éviter de toucher la personne avec les mains nues. On va toucher avec les mains habillées. Même avec les mains habillées, il faut éviter de toucher la personne déjà. Il faut éviter ça, c'est la première des choses. Parce qu'une personne qui va constater, va directement, la première intention c'est d'aller retirer rapidement la personne. Sauf s'il est mimip. Ou alors une personne qui court plus vite que le vent. Ou la vitesse du soleil. Voilà. Ou flash. Voilà. C'est vrai que j'ai connu quelqu'un mimip. Bon, dans son histoire, moi c'était mimip. Donc, il dit que je ne sais pas si c'est lui qui était en train d'être électrisé ou c'est quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui était en train d'être électrisé. Et il a touché la personne. Mais je crois qu'il n'a pas vraiment réfléchi. Comme tu as dit, c'est le réflexe, tu veux toucher la personne et tout. Mais la personne aussi a été vivace. Donc, quand il a touché, pendant un court laps de temps, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le courant, mais la personne a eu le temps de retirer ses mains. Ouais, c'est scientifique aussi. Oui, c'est possible. Okay. Tu sais, l'électricité oscille. L'électricité a une tension, a une valeur 0 à un instant T, a une valeur maximale à un instant T, une valeur 0 à un autre instant et une valeur maintenant maximale inverse. Donc ça veut dire quoi? On monte, on atteint le max, on revient à 0, après on descend valeur maximale inverse avant de revenir à 0. Ça veut dire quoi? Moi je peux toucher tout de suite là, le fil de courant, c'est la phase. Je touche mais rien ne se passe. Okay. Donc je suis pas ni électrisé ni rien. Mais toi aussi tu viens, tu dis croc. On va pas dire que c'est la sorcellerie. Toi tu as touché à l'instant où la valeur était maximale. Ce qui va t'arriver sera différent de ce qui m'arrive. Tu vois un peu. Donc là-bas, à ce niveau-là, c'est explicable. Donc pour revenir à la première question, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Chercher un bois sec. Un bois sec, pas frapper sur la personne, parce que d'autres disaient qu'il faut frapper sur la personne. C'est vrai qu'en frappant sur la personne, à l'instant T, il ne ressent rien. Mais tu ne sais pas les dégâts que ça va causer après. Donc, cherchez plutôt à décrocher la personne. Le bois sec n'est pas conducteur. Donc, tu cherches plutôt à retirer la personne. Si c'est le fil de courant qui le touche, donc tu cherches à retirer le fil de courant qui est sur sa main ou je ne sais pas, ou sur la partie de son corps. Ça, c'est d'un. La deuxième des choses, c'est courir rapidement. Si on ne trouve pas un bois sec, courir rapidement, arrêter le compteur. Très rapidement. Donc, si tu connais où se trouve le compteur, il faut vraiment courir. Arrêter le compteur. Oui, vraiment. Cours de toutes tes forces. Tu arrêtes le compteur. Si tu peux facilement même accéder à la prise où il est. Si tu ne connais pas où il y a le compteur, que tu vois par exemple c'est le frigo, c'est branché sur une prise ou c'est le régulateur. Si tu peux facilement arrêter, c'est la première des choses à faire si on ne trouve pas un bois sec. Ça peut être un bois, ça peut être même les balais là. On a des balais où on peut facilement décrocher la personne. Voilà un peu. Et si on parvient plutôt à rapidement décrocher la personne et que on se rend compte que la personne va tomber, et il faut éviter qu'il tombe en fait sur des choses qui vont encore peut-être plus le faire mal. Et une fois que la personne est au sol, il faut donc maintenant faire ce qu'on appelle les premiers secours. Voilà, et que plusieurs ne savent pas faire. Et pourtant, voilà encore quelque chose que vraiment tout citoyen, qu'il soit en fait africain, asiatique, tout le monde devra apprendre les premiers secours. Peu importe. On a les premiers secours pour une personne qui a eu un AVC, pour une personne, vraiment, on devrait tout apprendre ça. Je ne sais pas si c'est possible d'apprendre ça ici là maintenant, mais peut-être le moment viendra. On sait courir, mais on ne sait pas secourir. Voilà. Là, il faut vraiment apprendre à secourir, c'est vraiment important. Parce que la personne, tu peux réussir à décrocher la personne, à débrancher rapidement la personne. Mais si tu ne connais pas faire les premiers secours, c'est vrai que tu aurais vraiment limité certains dégâts, certains effets secondaires, mais
il y a des choses qui risquent toujours à arriver parce que les premiers secours n'ont pas été apportés à temps. Ok. Bon, j'ai une bête idée maintenant. Si tu peux prendre un objet, est-ce que le verre, on peut utiliser le verre? Si le verre est un isolant, on peut l'utiliser. Tout ce qui est isolant, qui ne contient pas, qui ne peut pas conduire le courant électrique, on peut l'utiliser. Okay. Tout ce qui ne peut pas conduire le courant électrique, pourvu, si ce n'est pas, si c'est pas un verre, un fer, je veux dire, on peut l'utiliser. Si c'est pas le cuivre nu, on peut l'utiliser. Si c'est pas en fait, si c'est pas un objet qui peut faciliter la continuité du courant électrique, on peut l'utiliser, pourvu qu'il ne soit pas mouillé. Il faudrait qu'il soit sec. Est-ce que c'est dans ce cas-là qu'on appelle le 90-10? Le 90-10, c'est-à-dire, il faut un peu m'expliquer. C'est pas le numéro des néos, c'est moi qui me trompe. Le numéro des néos, bon, il est vrai que ces gens les moins de... C'est pas le grand amour. Pas vraiment le grand amour. Je m'attache pas à croire à eux. Mais je crois que le numéro vert des néos, c'est véritablement ça, 90-10. C'est quelque chose que j'ai... Tu as dit quoi, le numéro vert des néos? Oui. Ah, justement. J'ai remarqué environ 2 mois que ce n'est pas un numéro vert. Donc quand tu appelles 90-10, c'est payant. C'est certainement payant parce que plusieurs ont commencé à déranger. Vous savez, beaucoup de personnes commencent, quand un numéro est gratuit, on appelle pour rien. Et même, bon, c'est vrai que certains le font, ça peut aussi un truc commercial. C'est-à-dire, au départ, on dit que c'est gratuit. Mais après, on se rend compte que c'est nous qui dépensons plus. Alors, on part vers l'opérateur téléphonique et on lui dit que bon. Et après, on va venir avec une communication, on dit qu'on a constaté que beaucoup de personnes appelaient juste pour des fausses informations. Alors, on a décidé de rendre le numéro vert payant. Bon, je crois que c'est ce que plusieurs font. J'espère que ce n'est pas le cas de cette société. Ce n'est pas le cas, mais est-ce que l'argent vaut le prix d'une vie? Je veux dire, même si 100 personnes appellent pour faire des fakes, oui. Si au moins une personne meurt ou une personne est en danger à cause de ça, je pense pas que ça... Quand je mesure dans la balance, ça ne pèse pas. Mais c'est quand même bizarre. Donc tu as un souci à minuit ou à 23h ou à midi, tu n'as pas de crédit ou tu es dans un endroit où il n'y a pas de call box à côté et tout. Tu dois chercher quelqu'un qui a le crédit pour pouvoir appeler Néo. Bon, si c'est à minuit, c'est pourquoi on disait tout à l'heure là que il faut apprendre les premiers secours. Parce que je ne vois pas quelqu'un, moi-même par exemple, si hier par exemple je suis rentré assez tard, aujourd'hui peut-être va arriver encore à 22h, 22h30. Je ne vois pas quand j'ai fini de me laver que je décide un peu de me reposer. Après, vers 23h30 minuit, mon téléphone sonne encore qu'il y a... Je ne suis pas sûr qu'il va décrocher. Je suis vraiment pas sûr. Et même si je décroche, peut-être il va décrocher en dormant. Peut-être. Et je ne suis pas sûr de t'apporter sur rapidement la réponse, la solution. Donc, dans ce cas, il faudrait vraiment que chaque individu... Je crois que ces choses-là sont encore faites, si je ne me trompe pas, à l'école. Peut-être au niveau de l'éducation à la citoyenneté. Et voilà le bien des réseaux sociaux. C'est-à-dire, je peux directement prendre mon téléphone, mettre une connexion et apprendre le secourisme, n'est-ce pas, les premiers secours. Je n'ai pas forcément besoin d'aller à l'école, d'aller, je ne sais pas trop quoi, au niveau des scouts. Je peux l'apprendre et voilà au niveau de la Croix-Rouge. Je peux apprendre et pratiquer ça peut-être avec mon enfant, mon petit frère, ma petite soeur ou alors mon frère, ma soeur à la maison, n'est-ce pas? Mettre ça en pratique et on ne sait jamais. D'accord. Je suis en train de penser à une entité, mais je ne sais pas si... Non, mais je vais parler de... Parce que tous les mois, ils prennent l'argent quand même. On ne peut pas ne pas parler d'eux. Et on les appelle Eneo. Donc, Eneo, c'est le fournisseur officiel de l'énergie électrique au Cameroun. Mais c'est pas 3-4 dernières années, on a vu... C'est vrai, la dernière fois que je réfléchissais, je me demandais entre Eneo et la Sonel, qui est mieux. Donc, après beaucoup de réflexions, je crois quand même que Eneo est un peu mieux que la Sonel. C'est vrai que j'étais petit à l'époque, mais je me souviens comment il y avait les lampes tempêtes partout à la maison, il y avait les bougies partout à la maison.
Je pense pas que Eneo nous a quand même fait subir. Bon, peut-être c'est à cause de là où je suis. Parce que j'étais à Macaco aussi il y a 1 mois. Et là-bas, Eneo envoie à peine 3-4 heures. Donc peut-être c'est aussi à cause de là où je suis. Où je le dis. Mais quand j'étais petit, quand même, on était tout le temps avec des lampes tempêtes et des bougies. Mais bref, on a quand même vu plusieurs vidéos des agents d'Eneo qui se font engueuler, qui se font même parfois taper. Et tout. Donc ils sont poursuivis avec des machettes. Voilà. Il y a la vidéo, c'est une grand-mère. Un agent d'Eneo est monté. Je sais pas si tu te souviens. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Parfois c'est une grand-mère et que si tu ne me remets pas la lumière là, tu ne descends pas ici et elle a la machette en bas. Et ce n'est pas l'IA. Ouais, c'est pas l'IA, c'est réel. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a tant de remous contre Eneo? Bon, peut-être Eneo ne communique pas beaucoup. Je ne sais pas si elle va me faire l'avocat d'Eneo. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Il y a certaines choses qui ne dépendent pas d'Eneo. Parce que en ce qui concerne... Tu me mets dans une mauvaise position. Oui. D'être l'avocat d'Eneo, oui. Certaines personnes ne vont pas peut-être aimer, peut-être d'autres vont aimer. Je crois qu'il y a 3 entités, pour utiliser l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, qui s'occupent de l'énergie électrique au Cameroun. Et il faut noter que l'énergie électrique, c'est 3 volets. Il y a la production, il y a le transport, il y a la production. Eneo. Non, c'est Eneo, c'est Sonatrel et c'est l'agence de régulation de l'électricité. Voilà les 3 entités. Et dans l'électricité, il y a 3 volets. Il y a la production, il y a le transport, il y a la distribution. Je ne pense pas que ce soit Eneo qui s'occupe de la production. Parce que la production, je crois que c'est l'État camerounais qui s'occupe de faire les barrages. Si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Peut-être que l'État camerounais verse son pourcentage. Et les autres entités également versent son pourcentage. Mais la grande partie de la production de l'énergie électrique, je crois, est vraiment le gouvernement camerounais. Que ce soit au niveau des barrages, que ce soit. Maintenant, la Sonatrel s'occupe du transport, c'est-à-dire de la production vers les clients. Eneo, lui, s'occupe, je crois, des branchements, en fait, de la distribution. Donc, lorsqu'il y a défaut au niveau de la production, ce n'est pas Eneo. S'il y a défaut au niveau du transport, ce n'est pas Eneo, c'est la Sonatrel. Donc, moi, je suis juste le distributeur. Je prends un exemple. Tu es le boulanger. Je viens juste prendre le pain, je m'avais distribué au consommateur. Si demain j'arrive et qu'il n'y a pas le pain, je fais comment? Je ne peux pas distribuer, donc. Est-ce qu'on va m'arrêter? Le problème, c'est que moi, je donne mon argent à quelqu'un. Et quand ça cuit, comme on dit, c'est toujours la même personne qui me fait le problème. Oh, tu n'as pas payé le mois-ci. Oh, on va te couper. Parfois, même tu as payé. Le même monsieur vient te dire qu'il n'a pas payé. C'est pour ça que quand tu es en colère, c'est directement contre lui que tu te rends. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est un problème de communication, en fait. En fait, que ce soit Eneo, que ce soit les autres entités, que ce soit nous, les consommateurs, nous ne sommes pas informés de certaines choses. Il y a beaucoup de choses dont nous ne sommes pas informés. Je suis par exemple dans l'un des forums d'Eneo, qui est l'un des grands forums. Souvent, lorsqu'il y a coupure partout au niveau du centre, ils informent. Et ils précisent souvent là-bas que ce n'est pas nous. Okay. Nous coupons parce que telle entité doit faire telle chose. Mais parfois, quand ça arrive, bon, beaucoup ne sont pas informés. On va crier qui? C'est Eneo qu'on retrouve chez nous, non? C'est eux qui viennent donner les factures, c'est eux qui viennent faire les installations, c'est eux qui viennent faire les branchements. C'est normal que la première personne, c'est celui que je vois souvent là. Donc, c'est lui que je dois arrêter. Or, lui ne fait que son travail. Donc, il y a des choses. Et celui même qui est vraiment le socle, c'est la Sonatrel. C'est lui qui est le socle. Le socle, c'est la Sonatrel, c'est la Société nationale de transport d'électricité. Donc, et c'est lui généralement qui fait et les maintenances
et les travaux. C'est lui-même qui a le dernier mot, en fait, si je peux dire ici. C'est lui qui a le gros lot. Le transport de l'électricité, c'est le gros lot. Vraiment le gros lot. Mais maintenant que j'y pense, je me dis aussi que peut-être la raison pour laquelle les gens réagissent de cette manière, c'est parce que la plupart des problèmes qu'on a ne sont pas des problèmes qui vont impliquer la Sonatrel et l'autre entité là que tu as cité. Par exemple, le fait que tu payes tes factures et on vient te dire non, monsieur, vous n'avez pas payé vos factures. En général, c'est ce genre de problème qu'on a. Ou les problèmes de surtension, on a coupé la lumière et voilà, ça revient. Surtension, les ampoules commencent à éclater, la télé se grille, telle chose. Et je pense que ça dépend quand même du distributeur. Et il me semble, quand j'examine, quand je pense à ce que j'ai déjà vu, que j'ai vécu, qu'en général, c'est ces deux problèmes-là. Bon, je vais commencer par le dernier problème, les surtensions et tout qu'on sort. À ce niveau, Eneo communique toujours, mais c'est nous qui sommes pressés. Quand il y a retour de l'installation de l'énergie électrique, qu'est-ce qu'on dit toujours? Brancher les appareils 15 minutes après le retour. Mais généralement, chez nous, une fois que la lumière revient, oui, on a branché. Oui, on a déjà branché. Donc, et quand ça revient là, il y a déjà cette force-là. Et c'est normal, bonjour les dégâts. Bon, autre chose. Parfois, ça peut être... comment je vais dire, je sais pas, je peux vraiment pas les défendre à ce niveau-là. Parfois, lorsqu'il y a la maintenance, il peut y avoir ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau du réseau. Pour ceux qui ont des compteurs force, par exemple, qui prennent des triphasés, tu vas voir, parfois il y a une phase qui disparaît, parfois même le neutre n'apparaît pas, et c'est un 380 volts qu'on envoie. Donc, on a entre phases, la tension est tellement élevée, ça brille trop et les ampoules se grillent, les appareils également se grillent. Donc là-bas, je pense que ce que moi je peux leur reprocher, c'est à ce niveau. C'est-à-dire, le réseau généralement n'est pas équilibré au niveau de la surtension et tout comme ça. C'est pourquoi pour moi, en tant que client ou consommateur, ce que je dois faire, c'est que je me rassure que je branche mes équipements au moins 15 minutes, tels qu'ils informent toujours, pour ma propre sécurité. Si tu branches 15 minutes après et que les trucs explosent, là je peux porter... La deuxième des choses, tout à l'heure on parlait de la sécurité des biens et des personnes. La deuxième des choses, c'est chercher à avoir chaque appareil à la maison. Il faudrait qu'on ait des régulateurs. Et ce qui est bien, c'est que nos régulateurs aujourd'hui viennent de façon numérique. C'est-à-dire, je peux voir la tension d'entrée. Donc, ici, je branche mon régulateur, je vais avoir la tension d'entrée qui est peut-être 380. La première des choses à faire, c'est d'arrêter. Mais on est d'accord quand même que les ampoules, on n'utilise pas avec les régulateurs. Donc, quand ton ampoule explose... oui, les ampoules, on n'utilise pas avec régulateur. Pourquoi? Parce que, malheureusement, je sais pas, la quasi-totalité de la population, financièrement parlant, il n'y en a pas. Généralement, ce que certains font dans certaines structures, c'est que à la sortie des néos, ça veut dire lorsque je fais mon installation électrique, à la sortie des néos, j'installe un régulateur ou un adaptateur industriel qui permet de réguler la tension. Ça veut dire que si la tension est élevée, il régule à 220 ou à 230. Si la tension est basse, il régule toujours à la tension normale. Là, que ce soit les ampoules, que ce soit les différents équipements, tout est alimenté, tout est régulé à 220. Ça, c'est l'une des choses, l'une des méthodes, mais ça coûte cher. Beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire. Maintenant, s'il faut que je poursuive Eneo, je peux poursuivre, mais ça va aussi coûter beaucoup cher. La plainte, les avocats, les ceci, le renvoi de ceci. Tu vas aller déposer plainte. Il faut même savoir où tu vas aller déposer. Parce que c'est aussi là, le gros, c'est aussi là-bas que le gros est bien. Tu vas aller plutôt au commissariat, on te dit que non, ici ce n'est pas compétent. Tu vas aller à la cour pénale, on va dire ici c'est pas compétent, ça relève du civil. Tu pars au civil, on te dit non, ça relève de telles choses. Partout on te chasse, tu vas là. Donc là-bas, il faut aussi connaître que c'est gros. Parce que si on ne connaît pas tout ça, on peut aller porter plainte à la mauvaise personne. Et ça n'en donne pas. Oui, c'est ça l'agence de régulation de l'électricité, ASL. Donc terminons avec ceci. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'énergie solaire, c'est une option viable? Avant de répondre à l'énergie solaire, je vais revenir au premier volet qui est au niveau des factures.
Les factures qui parfois sont payées, après on te dit c'est pas payé. La seule chose à faire, c'est quoi? Lorsque je paye, je garde mes factures, tout simplement. Lorsque Eneo va venir, je n'ai pas payé, tu sors tout simplement le reçu de la facture que tu as payé. Ça va éviter les problèmes. Donc, je peux créer un petit coffre là à la maison. Il sait que voici mes factures d'Eneo, voici mes factures de Kamwata. Le jour que l'un d'eux arrive et dit, tu n'as pas payé, tu ressors tout simplement. Tu dis, voici ça. Ça va éviter, n'est-ce pas, beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Bon, est-ce que l'énergie nucléaire ou alors l'énergie solaire est une autre chose? Je pense que nous devons tous nous tourner vers les énergies nouvelles. Je vais te donner une information également à ceux qui vont certainement nous écouter, que tout le monde à la maison a l'énergie qu'il gaspille. Tu as entendu peut-être parler des fosses écologiques. Voilà. Les fosses écologiques. Le biogaz, voilà. Ces fosses-là peuvent nous aider à ne plus acheter le gaz et à ne plus payer les factures de courant, à tout produire sur place. Donc ça veut dire que... On sent qu'il y a assez de personnes pour nourrir les fosses. Il y aura toujours assez. Tu pars là, tu verses là-bas. Pendant ce temps, c'est aussi ça qui t'allume la marmite à la maison qui va te permettre de remplir la panse pour aller encore produire, pour aller donner les éléments qui vont produire, qui vont encore te donner les éléments pour avoir la lumière, qui tu brilles chaque jour. Donc c'est possible. Il y a une personne à Kribi qui l'a fait. Il a construit son bâtiment et il a appelé, on a fait le travail et c'est beau. C'est beau. Donc tout le monde peut le faire en dehors, n'est-ce pas, avec il y a également la biomasse. On peut également le faire avec la biomasse. Les poubelles qu'on jette là, les pots de bananes, les pots de plancton, les pots de ceci, les pots, tout ça c'est la biomasse et on peut créer l'énergie électrique avec cela pour éviter l'énergie solaire, parce que l'énergie solaire en fait ça a en effet un seul danger qui est tellement élevé pour la société et l'avenir en fait. Donc moi je préfère, s'il faut conseiller les gens, l'écologie peut encore, n'est-ce pas, ou encore la biomasse. Je pense que c'est sur cette note qu'on va terminer avec la note écologique et je suis sûr qu'on va se revoir, que personne d'entre nous ne sera électrisé. Et je suis sûr qu'on va se revoir un autre jour et justement on va discuter de ça. D'accord. Des énergies renouvelables. D'accord. Merci à Ben Kwa ici d'avoir accepté de... C'est moi. Avec moi. C'est moi qui te remercie parce que là je crois que beaucoup de personnes vont regarder cette tête et vont écouter et peut-être mon téléphone sonnera pour des éventuels marchés. Ok, on se retrouve tous les samedis de midi à 14h sur la RBL 99.5 ou sur YouTube sur la chaîne Suma.